Bonjour et bienvenue à ce live donc de La Bonne Idée, organisé par le studio de la mission locale des jeunes Toulonnais. Aujourd'hui, le thème c'est, évidemment, c'est encore un live Parlons d'elle, et le thème c'est la place des femmes dans les métiers du numérique. Le numérique, c'est évidemment un secteur qui est en plein essor en 2022. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de métiers qui sont digitalisés. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Les humains sont capables de programmer des machines qui peuvent automatiser des tâches et qui peuvent nous assister dans tout un tas de choses. Les calculs mathématiques, le cinéma, la musique, la médecine, l'automobile et même jusqu'à la préparation de nos cafés le matin. Donc c'est tout naturellement que de nombreux métiers se sont issus de ce secteur et il y en a pour tout le goût. Développeurs, ingénieurs en cybersécurité, data analyst, domoticiens, informaticiens, architectes réseau et bien plus encore. Aujourd'hui en France, le secteur du numérique reste particulièrement masculin, avec par exemple seulement 10% des métiers de la programmation qui sont occupés par des femmes. On verra des tas de statistiques différentes. La statistique grosse que moi j'ai beaucoup remarqué, c'est 30% des femmes dans les métiers du numérique. Bon, c'est assez large. Aujourd'hui, on accueille donc Marie-Aude Aymar, qui est avec nous et qui est responsable des espaces au sein de TVT, Toulon Var Technologies, et facilitatrice en intelligence collective. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et expliquer un peu ton rôle au sein de la TVT ? Bien, bonjour déjà. Bonjour. Avec le micro. Pardon. Bonjour à tous. Mon métier à TVT. Déjà, quelques mots sur TVT Innovation. Donc, on est une association, on existe depuis plus de 30 ans. Notre cœur de métier, c'est l'accompagnement à l'innovation. Donc, ça peut être la création d'une nouvelle entreprise innovante, la création d'un nouveau service au sein d'une entreprise existante. Mais ça peut être aussi l'open innovation dans des grands groupes. La capacité à faire autrement des choses nouvelles. Et c'est aussi l'innovation au sein des collectivités locales avec des laboratoires d'innovation sociale, par exemple, que l'on anime. Voilà, donc mon rôle au sein de cette association, c'est d'animer les espaces. Donc, on a 2 sites sur Toulon. On en a un du côté de Mayol, qui est notre siège historique, et puis un plus récent sur le quartier de Chalucé. Dans chacun de ces espaces, on va retrouver de l'hébergement d'entreprises. Donc notre objectif, quand on les accompagne, c'est aussi de pouvoir héberger ces entreprises innovantes. C'est aussi de pouvoir accueillir des coworkers, donc des auto-entrepreneurs, des indépendants, des gens qui sont en situation de mobilité et qui ont quand même besoin d'avoir à un moment donné un bureau pour se poser, retrouver des collègues, une ambiance de travail. Donc c'est ce qu'on appelle le coworking. Et donc, on anime des espaces de coworking sur chacun de ces sites-là. Et donc, mon métier, c'est de faciliter le lien entre tous les gens qui fréquentent ces espaces-là, qui les fréquentent parce qu'ils y ont un bureau pour une journée ou pour 3 ans. Faciliter le lien entre les gens qui viennent pour une réunion, pour un séminaire, un événement qu'on organise ou que nos partenaires organisent dans nos locaux. C'est faire du lien entre tout cela. Et faire en sorte que ces relations rendent les projets des uns et des autres plus intelligents. Et c'est ce qu'on appelle la facilitation en intelligence collective. Okay. Voilà. Ok, oui, parce que en fait, TVT, c'est non seulement une entreprise, mais aussi une entreprise qui, du coup, fédère d'autres entreprises et réunit entre elles des tas de, si j'ai bien compris, des startups aussi également, j'ai vu TPE, PME, donc les petites et moyennes entreprises, tout ça, elles peuvent se retrouver au sein de TVT. Donc. C'est ça. On est un petit peu un catalyseur de plein de structures qui gravitent autour de l'entreprise au sens large. Ça va être tout ce qui va être formation, enseignement supérieur, recherche, qui ont besoin d'être en contact avec les entreprises qui recrutent, les petites, mais aussi les grosses, les grands groupes, les laboratoires de recherche. C'est d'être aussi l'interface entre l'entreprise et le secteur public,
les collectivités locales. On est d'ailleurs depuis quelques années maintenant l'agence de développement économique de la métropole TPM. Donc c'est vraiment notre objectif de faire du lien, de servir de médiateur, de traducteur parfois, parce qu'on a toutes ces structures-là, tous ces acteurs, ces entrepreneurs, les élus, les agents des collectivités locales, les enseignants, les chercheurs, ils ne parlent pas toujours le même langage. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que chacun puisse comprendre l'autre pour qu'ensemble, le territoire il aille plus vite et qu'il gagne en compétences et en expertise, notamment dans le numérique. Ok. Ce que je retiens beaucoup de la présentation, c'est que en fait, que ce soit dans le secteur du numérique ou dans le secteur rien que de l'événement, eh ben, vous cherchez toujours à innover et à toujours développer plus les méthodes et les techniques d'apprentissage et puis de technique. Exactement ça. Et on part du principe que si les gens se rencontrent autour d'un petit déjeuner d'information, autour d'un grand salon comme on vient de le clôturer la semaine dernière autour des métiers de la défense, voilà, ces événements-là, ils sont là pour faire du lien, pour permettre aux gens d'enrichir leur réseau de compétences, de rencontrer les gens, mais de les rencontrer vraiment. De partager des moments, de prendre le temps de discuter des compétences et des talents de chacun pour que voilà, on puisse se solliciter les uns les autres pour la bonne compétence et la bonne information dont on a besoin. Super, merci beaucoup Marie-Aude pour cette très complète présentation. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu certains témoignages donc, qui ont été tournés par l'équipe du studio MLJT. On commence avec... on va parler d'un collectif qui s'appelle les Digital Women. C'est un groupe qui s'occupe du numérique. Je ne veux pas en dire trop parce que la vidéo en dit déjà assez. Et on pourra en discuter un peu après. La femme a sa place partout. Il n'y a pas de métiers qui sont uniquement réservés aux femmes ou aux hommes. Ça, c'est faut casser cette barrière. L'image qu'on a, c'est très important. Parce que la femme a sa place de partout, tout comme un homme a sa place aussi de partout. En fait, tout est possible, il suffit d'en avoir envie, d'y croire et puis de se donner les moyens d'y arriver. Alors bonjour, je m'appelle Ludivine Chen, j'ai créé mon agence qui s'appelle La Dose de Com en 2015 et je suis consultante en communication et marketing. Bonjour, je m'appelle Sonia Candros, j'ai développé ma société en 2009 et la société c'est ProWebSite, création de sites internet et référencement. Je me suis jetée dedans un petit peu, presque sans formation. Et c'est ça, moi, qui m'attire dans le numérique. C'est la notion d'expérience et la notion d'émotion. C'est tout ce qu'on va réussir à faire passer. J'ai toujours été attirée par l'informatique. Et je me suis amusée à développer des sites internet comme ça, par passion, juste pour des copains. Et j'ai vu que ça me plaisait énormément. Donc je me suis lancée dedans, j'ai appris. Et on va dire, voilà, le numérique, c'est imposé à moi, en fait. On a toujours alors pas phobie, parce qu'on ne va pas exagérer, mais cette crainte d'être moins bonne qu'un homme qui sera à côté. Je sais que j'ai mis plusieurs années avant de me lancer, puisque justement, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est un métier d'homme. Et encore au tout début, quand je me présentais, on me disait, mais vous êtes la commerciale de la société ProWebSite ou vous êtes la graphiste? Non, je suis celle qui développe les sites internet. Donc mais c'est bien, ça permet de faire changer, il faut changer les codes et pousser justement les femmes aussi à rentrer dans ce milieu. Pendant longtemps, j'ai pas du tout assumé le fait d'être une femme et c'est que très récemment que je me suis dit, en fait, t'es une femme, sers-toi de ça plutôt que d'essayer toujours de le mettre en arrière parce que finalement on est un tout. Et pour moi, c'est cette acceptation-là qui fait qu'après, du coup, on devient vraiment soi-même déjà. Et homme ou femme, on devient bon tout simplement. Quand on va démarcher et qu'on est là pour proposer un site internet, quand on est indépendant, il va falloir montrer qu'on est aussi fort que les hommes, tout simplement. Il ne faut pas abandonner, ça prend du... Ouf. La femme a sa place partout. Il n'y a pas de métiers qui sont... Bon alors, une première réaction déjà à cette vidéo.
Je suis ravie de revoir Sonia et Ludivine sur la même interview parce que c'est des personnes que j'apprécie beaucoup et qui ont énormément de peps. Donc, c'est très, très chouette. Et j'ai un petit souvenir comme ça peut-être à vous partager. Sonia a fait partie des toutes premières personnes qui ont participé à des communautés, à des rencontres communautaires qu'on faisait sur des technologies informatiques. Elle développait à l'époque en Joomla et on voulait partager un petit peu les pratiques de ce langage de programmation des sites et en fait elle a été la première à accepter de prendre la parole, à expliquer la technologie qu'elle utilisait pour créer ses sites internet et je me souviens très bien que l'auditoire était très très masculin et qu'elle s'est pas démontée et qu'elle a fait son intervention avec brio parce qu'elle savait exactement de quoi elle parlait en fait. Et que ce soit une femme ou un homme, elle avait une vraie expertise dans ce langage-là. Donc ça fait partie de ces femmes qui montrent les compétences. Mais c'est vrai que Ludivine le dit pendant un moment, elle a l'air de dire que effectivement au début, vraiment dans le métier qu'elle exerce, elle assumait pas d'être femme. Alors moi je connais, par exemple, j'ai vraiment très peu de formation dans le numérique, etc. J'y connais rien. Mais est-ce que toi tu confirmes cette crainte qu'il pouvait y avoir? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que maintenant dans le numérique il y a encore cette surprésence masculine qui est quand même dans beaucoup d'endroits? Alors elle tend à s'atténuer quand même. Maintenant, je comprends la réaction de Ludivine parce qu'elle est réelle. Elle est plus insidieuse peut-être, dans le sens où les remarques vont être plus fines, les questions peut-être moins abruptes comme a pu l'exprimer Sonia en disant mais c'est vous la commerciale. Non, maintenant ça sera beaucoup plus nuancé, mais il y a une réelle différence encore. Notamment si on parle de métiers très techniques comme la création de sites ou le développement web, on est encore sur un stéréotype assez fort encore. Et j'ai aussi vu que toutes ces entreprises, ces collectifs, il y a un grand organisme qui englobe tous les métiers du numérique et de la technologie et sur lequel je me suis un peu renseigné aujourd'hui, la French Tech. Et donc on a l'antenne locale de la French Tech à Toulon, donc French Tech Toulon Provence Méditerranée, la Ruche Digitale. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de peut-être quel rapport TVT entretient avec la French Tech et au juste c'est quoi en fait la French Tech déjà peut-être? Alors on va refaire un petit bond dans le passé. En fait la French Tech c'est un label que le gouvernement a lancé il y a peut-être pas loin d'une dizaine d'années qui visait à valoriser des territoires dans lesquels on retrouvait des entreprises innovantes et dynamiques, des structures de formation et une capacité d'étudiants suffisamment forte et des organismes publics qui étaient moteurs de cet écosystème-là. Donc Toulon a été, les entrepreneurs même de Toulon se sont rassemblés pour faire valoir les qualités et l'expertise de Toulon dans ce secteur du numérique et plus particulièrement autour des industries créatives et des technologies de l'éducation, la EdTech. Et c'est grâce à tout ce poids qu'ont eu les entreprises au niveau national, au niveau régional, pour faire reconnaître la qualité des compétences toulonnaises par rapport à Marseille ou à Nice. Et c'est grâce à tout ce travail-là que Toulon a maintenant un label French Tech officiel. Donc ce label est en fait un rassemblement d'entrepreneurs qui se retrouvent tous les premiers jeudis du mois sous la forme d'un apéro et d'un événement de networking. En amont de la rencontre, il y a toujours un éclairage thématique
Donc là, cette année, on a abordé des thèmes comme le e-tourisme, comme les technologies de l'éducation, comme la cybersécurité. Et l'objectif de ces soirées-là, c'est de permettre, encore une fois, à ces entrepreneurs du numérique, qu'ils soient seuls ou même en des grands groupes, peu importe leur taille, c'est de permettre à ces gens de se rencontrer, d'échanger, de se connaître et de pouvoir travailler ensemble plus facilement. Ok. Voilà la French Tech, Toulon. Ok. J'aimerais développer encore plus, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion avec la suite, mais il faut qu'on avance un petit peu. Alors, ensuite, on s'est aussi renseigné sur une école qui s'appelle Pop School. C'est un centre de formation, il y en a plusieurs en France, il y en a une branche à Toulon. Et on a comme ça 2 portraits et un témoignage d'une des formatrices de Pop School qu'on va regarder maintenant, je crois. Bonjour, bienvenue chez Pop School. Je vous invite à rentrer. Le numérique recrute, je vous forme. Oui, bonjour, Catherine Ray. Donc, je suis ici chez Pop School en qualité de formatrice TRE, technique de retour à l'emploi. Alors, Pop School, c'est un organisme de formation qui a pour objectif de faire du numérique une chance pour tous. Là, actuellement, nous avons 3 femmes dans une session de 10 apprenants. Donc c'est à peu près au plan national, 30% aujourd'hui de femmes. Il y a peut-être une croyance limitante que c'est réservé aux hommes. Et puis également la difficulté qu'on peut envisager à être à la pointe de l'information. On peut constater que les femmes qui travaillent dans ces métiers n'ont absolument pas de difficulté à la fois à s'intégrer et en particulier à être brillante également puisque c'est un choix et nous avons nous-mêmes ici une formatrice dans le numérique qui est très pointue. Nous avons un podcast Hello Women. Bienvenue sur les Paulette Talks. Paulette, c'est un média indépendant fondé sur une communauté née de l'envie de présenter des personnalités qui n'ont pas eu peur de s'écouter. Pour cette nouvelle saison des Paulette Podcasts, on a eu envie avec Pop School, un organisme qui propose des formations au métier du numérique accessibles à toutes et à tous, d'inspirer les femmes et les personnes assimilées comme telles, de leur montrer que les métiers de la tech et du numérique sont à leur portée. Main dans la main avec Orange, une entreprise engagée pour l'égalité numérique, nous vous présentons des parcours qui nous ont touchés. Les stories de ces personnalités peuvent résonner en chacun et chacune d'entre nous, et j'espère nous inviter à nous écouter un peu plus. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Alors envoyez-nous vos idées en commentaire ou sur Insta. Et si vous kiffez, n'hésitez pas à noter. Ça fera découvrir le podcast à plus de gens. Bonne écoute! Par rapport justement à cette volonté de développer des compétences dans le numérique, nous avons régulièrement des forums ou portes ouvertes, de pouvoir rencontrer également in situ nos stagiaires et apprenants actuels, pouvoir vous rencontrer également à la mission locale pour découvrir ce métier, puisque vous en parlez très bien vous-même également. Et ce sera avec un grand plaisir que moi-même ou Julien Darsan pourront vous accueillir. Alors, on a avec nous Rachel qui est arrivée un petit peu en retard et qui est également avec nous à la mission locale de Toulon. Alors, par rapport à cette vidéo qu'on vient de voir sur le centre de formation Pop School. Alors déjà, Marie-Aude, qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur Pop School? Est-ce que tu connaissais déjà? Est-ce que tu soutiens leur fonctionnement, leur entreprise et leur école? Alors, on a découvert Pop School l'été dernier, quand ils ont cherché à s'installer sur Toulon, comme beaucoup de structures qui veulent s'implanter dans le territoire. À un moment donné, ils franchissent la porte de TVT, donc on les a rencontrés avec grand intérêt parce que leur formation est assez innovante.
Elle a des outils et des méthodes qui jouent sur le collaboratif, sur l'entraide, sur la formation vers des métiers qui sont différents ou innovants. Donc c'est en ça où c'était très intéressant pour nous. Et on collabore notamment avec eux sur un programme qu'on copilote avec le CNAM qui s'appelle #2038 qui vise à permettre à des demandeurs d'emploi de se réorienter vers les métiers du numérique alors qu'ils ne sont pas forcément partis sur un bagage technique, mais ont peut-être cette curiosité de se dire et si demain je devenais développeur, graphiste web ou même data analyst, comment je m'y prends en fait. Donc ce programme-là, il a cette vocation-là à permettre à ces demandeurs d'emploi de se réorienter. Il se trouve qu'on a quand même plus d'hommes que de femmes sur ce dispositif. Donc on en revient au sujet de ce tournage-là. Et Pop School va faire partie de ces centres avec d'autres partenaires pour justement permettre à ces gens de pivoter et de s'orienter vers les métiers du numérique. Oui, parce que j'ai vu également que Pop School, c'est aussi une école qui se veut vraiment accessible à tous. Et je parle pas seulement donc de la diversité des genres, mais aussi financièrement. J'ai vu que c'était une école qui permettait déjà beaucoup de formations, déjà des formations courtes, il y a tout type de formation. Et puis j'ai vu que sur leur site, partout il y a affiché que chaque formation elle est payable avec un compte CPF, donc qui est le compte personnel de formation. Oui, c'est ça, compte personnel de formation. Merci beaucoup. Et donc du coup, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça super que des écoles du numérique, parce que bon, on sait le prix des écoles du commerce, etc. J'ai trouvé ça bien qu'ils cherchent à être accessibles. J'ai une question pour Bien Marie. sûr. Oui, est-ce que vous pensez que là, on a des formations en numérique et tout, des demandeurs d'emploi, vous avez en parlé pour que les gens aillent se former en numérique, mais est-ce que vous pensez que le nombre de personnes qui se forment en numérique, est-ce qu'il y a de l'emploi pour eux dehors, le monde d'emploi est-il prêt à accueillir ou à payer les gens avec ce genre de compétences-là? Alors, les métiers du numérique, déjà, c'est un vaste champ de compétences entre les métiers peut-être plus traditionnels maintenant, de créateurs graphistes, de créateurs de sites internet, de community management, là où avant on parlait de webmaster. Ces métiers-là, ils existent, ils se transforment, mais ils existent toujours et ils seront toujours nécessaires. Et il y a les nouveaux métiers qui arrivent, notamment avec tout ce qui va être data analyse, les croisements de toutes ces données qu'on a sur le net et qui vont créer de la valeur et des nouveaux emplois et des nouveaux produits et services. Donc ça, c'est les nouveaux métiers. Il y a aussi tous les métiers qui vont être autour de la 3D, de l'immersion virtuelle, des métaverses. On en parle beaucoup avec le Web3, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, le blockchain. La blockchain, toutes ces notions-là sont, à mon sens, des secteurs d'avenir et vont donner naissance à des métiers qu'en fait, on n'a pas encore imaginés. J'ai vu en lisant un article sur le numérique, une statistique, bon, je sais pas à quel point elle est vraie, mais en tout cas il disait 85% des métiers de 2030 n'ont pas été découverts encore. En fait, il y a des tas de métiers dont on ne soupçonne même pas l'existence qui vont nécessairement arriver, quoi, avec l'émergence de nouvelles technologies aussi. Alors là, je parlais du webmaster. C'est déjà le terme n'est même plus utilisé parce que de ce mot-là, le poste d'un webmaster, maintenant, il s'est scindé en 2-3 métiers différents. Donc, la personne qui fait maintenant du marketing digital, dans quelques années, peut-être que ça sera 3-4 postes différents avec des notions bien plus techniques. Et là, je rejoins ta réaction qui était de dire des formations longues versus des formations courtes et opérationnelles. Je pense qu'on va devoir tous, à un moment donné, se reformer à des métiers différents à partir de son propre bagage. On va devoir apprendre de nouveaux langages, de nouvelles techniques.
Et c'est aussi pour ça qu'on parle d'un compte personnel de formation. Ce CPF, il est là aussi pour permettre à chacun, même à des gens qui sont déjà en poste, de progresser dans leur carrière et d'avancer avec une technologie digitale qui est en constante croissance et performance. Oui, hier, j'en parlais avec Malo, même ceux qui font des études traditionnelles, genre les lettres et tout. Moi, dans ma formation, on nous a carrément appris à faire le coding, alors que c'est une formation de lettres, tu vois. Donc, il y a tout le monde qui essaie de se former au numérique. Aujourd'hui, on essaie de faire la communication, le marketing, comment lire les sondages et tout, les revues sur Internet et tout. C'est vraiment quelque chose auquel tout le monde doit se donner. Mais il y a aussi une chose, c'est la base pour ces formations-là, c'est les sciences. Les maths et physique et tout. Donc, est-ce que l'accent est vraiment mis sur ça? Peut-être, bon, je sais de tourner un peu la conversation en autre sens, mais dans les écoles, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on essaie de montrer aux enfants, aux lycéens, aux collégiens que, ok, ce sont les futurs métiers? Voilà, numérique, comme ça on pourrait avoir plus de femmes dans ce domaine. Vous avez parlé de... Toujours, c'est plus d'hommes et plus de femmes, plus d'hommes et moins de femmes, pardon. Donc, comment inciter les jeunes femmes à prendre conscience de ces métiers-là et tout? Alors, je te rejoins dans le sens où je pense qu'il y a encore une marge de progression au sein des écoles et des établissements pour... davantage permettre aux lycéens et même aux collégiens de découvrir des métiers du numérique. Et c'est aussi un des rôles de TVT via l'aide du conseil départemental du Var, de créer des passerelles entre des jeunes collégiens qui se questionnent sur leur orientation et de l'autre côté, des entrepreneurs qui se disent « mais dans 5 ans, il va me falloir tel type de compétences. » Et donc, c'est là qu'il faut qu'on fasse la passerelle, nous, TVT. Après, je pense quand même que les stéréotypes tendent à diminuer, ce qu'on disait au départ. Typiquement, quand je regarde les promotions de l'ISEN, de l'école d'ingénieurs, donc qui partagent nos locaux avec nous à Mayol. Il y a 15 ans en arrière, les filles étaient vraiment très très peu nombreuses. Je crois qu'elles se comptaient sur les doigts d'une main. Et maintenant, on commence à avoir, alors pas une égalité, ça c'est certain, mais une meilleure représentation. Et j'ai presque envie de dire que d'ailleurs, elles s'en sortent très bien en termes de formation et de diplôme. Oui. C'est super ça. Alors, il y a un tout petit détail technique. On va repasser la première vidéo. D'accord. Rachel ne l'a pas vue. Et puis, on nous demande s'il existe d'autres formations sur le numérique. Et On répondra à cette question après la vidéo. Ok, après la vidéo, on répondra. Voilà. D'accord. La femme a sa place partout. Il n'y a pas de métiers qui sont uniquement réservés aux femmes ou aux hommes. Ça, c'est faut casser cette barrière. L'image qu'on a, c'est très important. Parce que la femme a sa place de partout, tout comme un homme a sa place aussi de partout. En fait, tout est possible, il suffit d'en avoir envie, d'y croire et puis de se donner les moyens d'y arriver. Alors bonjour, je m'appelle Ludivine Chen, j'ai créé mon agence qui s'appelle La Dose de Com en 2015 et je suis consultante en communication et marketing. Bonjour, je m'appelle Sonia Candros, j'ai développé ma société en 2009 et la société c'est ProWebSite, création de sites internet et référencement. Je me suis jetée dedans un petit peu, presque sans formation. Et c'est ça, moi, qui m'attire dans le numérique. C'est la notion d'expérience et la notion d'émotion. C'est tout ce qu'on va réussir à faire passer. J'ai toujours été attirée par l'informatique. Et je me suis amusée à développer des sites internet comme ça, par passion, juste pour des copains. Et j'ai vu que ça me plaisait énormément. Donc je me suis lancée dedans, j'ai appris. Et on va dire, voilà, le numérique, c'est imposé à moi, en fait. On a toujours alors pas phobie, parce qu'on ne va pas exagérer, mais cette crainte d'être moins bonne qu'un homme qui sera à côté. Je sais que j'ai mis plusieurs années avant de me lancer, puisque justement, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est un métier d'homme. Et encore au tout début, quand je me présentais, on me disait, mais
vous êtes la commerciale de la société ProWebSite ou vous êtes la graphiste? Non, je suis celle qui développe les sites internet. Donc mais c'est bien, ça permet de faire changer, il faut changer les codes et pousser justement les femmes aussi à rentrer dans ce milieu. Pendant longtemps, j'ai pas du tout assumé le fait d'être une femme, et c'est que très récemment que je me suis dit, en fait, t'es une femme. Sers-toi de ça plutôt que d'essayer toujours de le mettre en arrière, parce que finalement, on est un tout. Et pour moi, c'est cette acceptation-là qui fait qu'après, du coup, on devient vraiment soi-même déjà. Et homme ou femme, on devient bon, tout simplement. Quand on va démarcher et qu'on est là pour proposer un site internet, quand on est indépendant, il va falloir montrer qu'on est aussi fort que les hommes, tout simplement. Il ne faut pas abandonner. Ça prend du temps, mais une fois que c'est en place, ça roule. J'ai la sensation que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, on est extrêmement complémentaires. Et que, alors nous, on s'appelle, notre association s'appelle les Digital Women, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des femmes, mais néanmoins, on travaille aussi beaucoup avec des hommes, parce que c'est cet accord entre nous, c'est cet échange, c'est ce qui fait qu'au final, on va avoir un produit très riche. On a beaucoup de femmes qui sont venues nous voir en nous demandant de les accompagner à devenir des Digital Women elles aussi, qui nous ont demandé des conseils. On répond très volontiers à ces demandes, à ces sollicitations pour aider les femmes dans le numérique. Et en plus, endosser ce truc de Digital Woman, c'est vraiment affirmer et s'affirmer et accepter d'être des femmes du numérique. Lancez-vous, vous aurez toujours la possibilité d'être aidé. Si au cas où vous avez besoin, Digital Women sont là pour vous aider aussi. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Il ne faut pas se mettre de limites. Voilà. Pour moi, c'est ça là, qui est important. Rachel, Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? D'abord, c'est déjà intéressant de voir une collective de deux jeunes dames, non, elles sont trois jeunes dames qui ont pris l'initiative de fonder d'abord une association Digital Women et tout. Et c'est pas facile de voir des femmes indépendantes, genre des femmes dans ce domaine-là, on l'avait déjà dit, mais que 3 femmes seules, il n'y a pas d'hommes. Souvent on voit ça, mais il y a toujours 3 hommes, 2 femmes, c'est une égalité, mais que des femmes, déjà dans ce milieu, c'est vraiment à applaudir, quoi. Et je suis vraiment impressionnée, genre création des sites web et tout. Même si aujourd'hui, il y a des cours sur Coursera, Udemy, pour que tout le monde apprend à créer des sites web, je te dis, mon cher Malo, je ne peux pas créer un site web. Je ne peux pas créer un site web, je ne sais pas, mais j'ai cette mentalité-là qui est bloquée. Juste quand j'entends le numérique et tout, je me dis, ouais, c'est compliqué, c'est tout, mais l'initiative de ces jeunes femmes va peut-être permettre à moi ou des personnes comme moi de vaincre cette peur-là, de les approcher, de prendre le temps qu'il faut, comme elle a dit, n'ayez pas peur et tout. Donc, je pense que je vais me lancer là-dedans. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant, je suis d'accord. Ouais. Comme on était sur Pop School avant de faire cette première vidéo, Oui. eh ben, en fait, on enchaîne directement sur le portrait d'une étudiante à Pop School, en fait, D'accord. qui s'appelle Madeleine. Voilà. On peut toujours se dire que, on va être jugé parce qu'on est une femme et qu'on est un peu moins calé sur la technique, alors que pas du tout, on peut apporter un point de vue différent. Alors je m'appelle Madeleine Martin, je suis à Pop School depuis 2 mois et demi, donc pour faire une formation en TAI, donc technicien assistance informatique. Alors avant j'étais commercial, en fait le boulot de commercial me plaisait plus trop, c'est vrai que voilà, c'était une volonté pour moi d'exercer dans l'informatique depuis un moment. Ça a été assez rapide, quoi. J'ai fait une prépa compétences et j'ai trouvé le centre Pop School et voilà, je suis là aujourd'hui. Moi dans ma classe je suis la seule fille, on n'est pas en majorité numérique, ça c'est clair et net, au contraire. Mais pour le coup, c'est pas du tout gênant, quoi. Les garçons sont pas trop méchants avec nous, donc ça va. Il y a un respect mutuel, c'est pas parce qu'on est des filles que vous êtes nuls. Se retrouver dans un milieu où il y a que des garçons, ou presque que des garçons, non, ça a jamais été un frein, parce que c'est vrai que mes parents m'ont toujours dit, voilà, tu veux faire ça, fais ça. On m'a jamais dit, fais attention, il y a des garçons là-dedans. Je me suis jamais posé cette question-là pour le coup. Oui, il peut y avoir des petits taquinages, mais après c'est à nous aussi de savoir les recadrer, de s'imposer et de ne pas se laisser marcher dessus. Et je pense que voilà, faut pas avoir peur de le faire. Là, dans l'informatique, c'est vraiment la plupart du temps, on est derrière notre PC, on va faire du dépannage à distance, de l'installation de logiciels. Il n'y a pas de difficulté réelle en étant une femme, quoi, si ce n'est d'avoir vraiment les neurones accrochés, parce que des fois, il faut rester des heures derrière l'ordinateur et
Là, c'est même pas une question d'homme ou de femme, je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit et de vouloir travailler là-dedans. Ouais, si vous aimez le numérique, ça vous plaît, que vous avez envie, mais que vous avez un peu des freins par rapport au justement le domaine de la question du est-ce que c'est un domaine de garçon, vous posez pas la question, il faut y aller, parce que si on aime quelque chose, il faut le faire, tout simplement en fait. Moi j'ai vraiment envie de juste remercier Madeleine pour tous ses propos. Ouais. Déjà pour commencer, parce que elle parle clairement et puis elle dit des choses qui sont vraies. C'est merveilleux. Ouais. Elle a l'air super. Et pour enchérir là-dessus, j'aimerais dire que c'est vraiment pas un domaine de... Il n'y a pas de métier que pour les hommes ou pour les femmes, je veux dire. Genre, on a tous la même capacité intellectuelle. Il suffit de la bonne volonté, de l'apprentissage, de l'effort pour faire n'importe quoi. Avant, on avait classé certains domaines ça c'était pour les femmes, surtout quand tu fais les lettres. Quand on avait des hommes dans les lettres, on dit tu fais un métier de femme toi, ou un truc comme. Et le numérique, c'était classé et numérique, là c'est aujourd'hui. Informatique, ingénierie et tout, c'était des domaines qui sont considérés pour les hommes. Mais aujourd'hui, on a des femmes dans l'ingénierie, c'est un peu partout, c'est de la bonne volonté. Il n'y a pas vraiment à se poser de questions si c'est un domaine pour hommes ou pour femmes. Si tu as envie de le faire, il faut le faire. Et Non, Mario, je suis tu en penses quoi? tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de métiers qui sont genrés. Ouais. Par contre, pour le même métier, un homme et une femme ne le feront pas de la même manière. Exactement. Et c'est ça aussi la richesse dans une équipe de développeurs, par exemple. Ou dans une équipe qui est chargée de la création d'un site internet ou d'un référencement, peut-être que les femmes auront une capacité d'empathie et de créativité plus forte, plus libérée, si tant est qu'elles en aient la liberté d'ailleurs. Et à contrario, la ténacité peut-être de rechercher le point-virgule dans un code informatique qui fait parfois je ne sais pas combien de kilomètres de long, ça sera peut-être plutôt du talent d'un homme. Ouais. Et c'est ça la richesse. La richesse de ces métiers du numérique, c'est de se dire que pour un même métier, qu'on soit une femme ou un homme, on ne le fera pas pareil. Et pour un recrutement, c'est là où les recruteurs aussi vont aller chercher l'équilibre au sein d'une équipe qui sera nécessaire pour justement avoir une forme de parité et une créativité, une efficacité. Ouais. J'en profite tant qu'on est dans le thème. On a eu une question tout à l'heure à laquelle tu peux répondre, Marie-Aude, qui est quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui se lance dans ce corps de métier qu'est le numérique, qui est vaste et... Surtout de ne pas rester derrière son écran. La tendance qu'on aurait à avoir, c'est un métier du numérique, c'est derrière son clavier et c'est d'être en recherche du dernier langage de programmation, de la dernière API qui va nous permettre de connecter tel logiciel avec telle autre application. Moi, je reste persuadée qu'en fait, oui, c'est intéressant de le faire, on a une forme de challenge personnel, mais on sera beaucoup plus efficace si on sort, si on rencontre des gens qui font le même métier que nous et à poser la question, et comment tu ferais toi pour connecter cette API avec ce logiciel-là? Et non seulement on y gagne parce qu'on a une bonne réponse, mais on y gagne en réseau. Et c'est ça en fait le numérique. Le numérique, c'est de mettre les gens en contact, de faire du lien entre des individus et pas entre des ordinateurs, des smartphones ou autres ordinateurs, quoi. C'est fascinant parce que je retrouve dans ta réponse en tant que conseil, finalement, les éléments qui sont un petit peu, j'ai l'impression, au cœur de TVT, justement. Oui, complètement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est même pas un coup de marketing de ma part, mais je vois que, en tout cas, pour faire du numérique, il ne s'agit pas seulement, comme tu as dit, de s'occuper d'un ordinateur, en fait. Il s'agit aussi de quelque chose d'humain, finalement. Ouais. Il faut de la créativité. Parce que le numérique, ça veut dire on échange avec, avec pas des qu'avec outils, la machine, avec des outils technologiques, on échange avec des autres humains, quoi. C'est ça. Derrière le numérique n'est qu'un outil, un outil au service d'une réservation de restaurant, de l'achat d'un produit, de la formation en ligne pour devenir technicien. Derrière chaque outil numérique, il y a un être humain, il y a un utilisateur. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est super. Bon.
Alors, on enchaîne avec une association cette fois qui s'appelle Alternative 83. Donc, on a pour ça deux témoignages, deux portraits. Le premier, c'est celui de Merlin qui est, comme toi Mariotte, facilitateur au sein de l'Alternative 83. Voilà, on regarde. Quel qu'il soit, c'est stupide de dire que pour son sexe, un métier va être plus dur qu'un autre. Voilà, la réalisation d'affiches, à l'apprentissage de la programmation, je vois pas pourquoi un homme aurait plus de facilité qu'une femme. Voilà, pour moi, non, on ne peut pas dire ça. Salut, moi c'est Merlin, facilitateur du tiers-lieu de l'Alternative à l'IFOL 83. Bonjour, alors bienvenue chez nous au tiers-lieu de la Ligue 83. Venez, hop, je vous montre ça. L'Alternative, c'est un tiers-lieu numérique solidaire sur Toulon. Si on se veut comme espace ressources, l'idée c'est de pouvoir vous accompagner sur tous vos projets. Vous ayez du mal avec l'utilisation de l'ordinateur, vous ne savez pas lequel acheter, vous avez un petit souci qui vous arrive, ou vous êtes une association, vous avez besoin d'aide pour trouver des outils, gagner du temps, faciliter votre fonctionnement. C'est ici qu'on vous accueille. On fait aussi des accueils en service civique, en stage, en bénévolat. L'idée c'est de travailler les compétences des jeunes pendant des parcours de 6 à 8 mois en service civique ou moins. Parmi notre public de jeunes, en tout cas, qui participent à l'action numérique, on n'a pas beaucoup de femmes, ça reste une proportion qui est vraiment minoritaire. Sur une session, on a des sessions de 15, on va être sur 3 filles en général. On surfe sur encore des vestiges d'une société patriarcale. C'était plus, les garçons c'est en bleu, les roses c'est en filles, et les garçons sont ingénieurs, font du numérique, et les filles vont vers d'autres choses. Si j'ai un message un peu global pour tout le monde au niveau du numérique et puis de l'accès au métier quel qu'il soit, c'est pas de se mettre de frein parce que c'est ce qu'on voit, sinon on peut être rapidement dans une reproduction sociale où on nous a dit que les choses c'était comme ça, on fait comme ça, bête et méchant. Faut pas avoir peur de remettre les choses en question, de se dire moi on m'a dit que ça serait plus dur pour moi parce que je suis une femme, parce que je suis grand, parce que je suis petit, ce qu'on veut. Non, vous avez des envies, vous avez des appétences, faut les explorer, faut y aller. Et il faut pas se laisser dire ce qu'on peut ou ne peut pas faire, en tout cas, faut juste y aller. Ça c'était Merlin qui nous parlait de l'Alternative 83. Mario, je reviens vers toi pour savoir ce que tu penses, ce que tu connais de l'Alternative 83. Est-ce que c'est aussi une association qui peut travailler avec TVT On travaille avec eux, effectivement. Alors d'abord parce que Alternative 83 propose, est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc c'est ni la maison, ni le lieu de boulot, c'est un lieu à part dans lequel on va créer un réseau, se former, s'informer, rencontrer des gens. Les espaces de TVT sont aussi des tiers-lieux, mais comme il y en a beaucoup à Toulon, qui vont être des Fab Labs, qui vont être des espaces de coworking, qui vont être des médiathèques, des lieux citoyens. Donc Alternative 83 et fait partie de ces tiers-lieux. Ces lieux où on va se former, où on va casser un peu les préjugés. Comme le dit très bien Merlin, il forme des jeunes, ils ne forment pas des filles ou des garçons, ils forment des jeunes en fait, des jeunes au numérique. Ils vont accompagner des gens qui ont besoin de l'outil digital pour une recherche d'emploi, pour des démarches d'impôts ou des démarches publiques. Il n'y a pas de sexe là-dedans, il y a juste des citoyens qui ont besoin de faire une action qui ne peut se faire qu'en ligne. Bien sûr. Tu as fait allusion brièvement au Fab Lab. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Moi, je ne connaissais pas avant. Aujourd'hui, j'ai découvert, en fait, Fab Lab, c'est la diminution de Fabrication Laboratory. En fait, laboratoire de fabrication. On aurait pu croire que c'était Fabulous, mais non. Mais c'est fabuleux, en fait. Oui, mais voilà. C'est un lieu fabuleux. Le mot est la Fab Lab. Et j'ai vu aussi, et ça, c'était vraiment en me renseignant sur TVT, j'ai vu aussi, il n'y a pas seulement des Fab Labs, ça c'est vraiment quelque chose de précis, il y a aussi des e-labs, des Innovation Labs. Alors, le Fab Lab de Toulon,
Donc c'est le lieu de fabrication dans lequel on va retrouver des imprimantes 3D, des découpes laser, du matériel pour rendre les objets connectés avec des Arduino, du matériel électronique, enfin tous ces plein de petits capteurs et surtout plein d'outils qui vont permettre à des idées de devenir une réalité. Et c'est ce principe qu'on retrouve dans le Fab Lab de Toulon qui s'appelle le e-Lab. Voilà. Ah ok, c'est celui de Toulon qui s'appelle e-Lab. Ok, d'accord. Je remets les. Donc c'est un lieu qu'on copilote avec l'ISEN, donc l'école d'ingénieurs qui avait la volonté et la nécessité d'avoir ce lieu de pédagogie parce que les élèves ingénieurs avaient besoin de se former à ces machines à commande numérique. Et nous, TVT, on a souhaité l'ouvrir aux citoyens, aux entrepreneurs, pour que chacun puisse matérialiser les idées qu'il avait en tête. Et pour le coup, sur les usagers du lab, on a, je pense, une belle représentativité d'hommes et de femmes, chacun venant avec des envies différentes. On a des machines professionnelles de couture et de brodeuses numériques qui sont pilotées par un homme. Et à contrario, on a des femmes qui utilisent la découpe laser pour faire des vêtements stylés avec découpés dans des jeans pour refaire des hauts, des vêtements. Voilà. Upcycling. Complètement. Ok. Super. C'est trop cool. Oui, on devait revenir un petit peu sur les formations. Oui. Est-ce qu'il existe d'autres formations dans le numérique? Bien sûr. La grande école du numérique, Gênes, Ergos, les petits débrouillards, l'AFPA, la Greta, etc. Et aussi Barbara Sombré, référente formation à la mission locale de Toulon, met à jour régulièrement de nouvelles offres d'emploi. Alors pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseillère à la mission locale ou vous pouvez visiter la mission locale de Toulon pour plus d'informations sur les formations du numérique. Et la métropole TPM a édité un petit fascicule en 3 pages qui recense toutes les formations du numérique par thématique avec des formations autour des industries créatives, autour de la cybersécurité, autour des technologies dans l'agroalimentaire. Donc voilà, sur le site de la métropole, vous devriez y avoir accès. D'accord. Ok. On a aussi un portrait d'une service civique, comme nous, comme Rachel et moi, qui sommes service civique à la mission locale. On a le portrait d'une service civique à l'association, au tiers-lieu numérique, qui est Alternative 83, qu'on peut regarder maintenant. Alors quand je suis arrivée à l'Alternative, donc oui, il y avait plus d'hommes que de femmes. Alors moi c'est Maureen, j'ai 18 ans et je fais partie du service civique de l'Alternative dans le domaine du numérique. Ce qui m'a attirée dans le numérique, c'est que de base, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc je me suis demandé s'il y avait des débouchés sur les réseaux sociaux. Donc moi du coup je fais de la com ici et donc c'est ce qui me plaît. Ce n'est pas un métier difficile, car c'est un domaine qui est censé nous plaire. Donc qu'on soit homme ou femme, on est censé y arriver si ça nous plaît. Je savais très bien qu'il y aurait plus d'hommes, mais ça m'a pas du tout freinée pour venir quand même. Et je me disais que j'allais être bien encadrée dans tous les cas, même que je sois une femme, qu'on soit homme, femme, tout le monde. Si le domaine du numérique nous plaît, il faut tenter l'expérience et de toute façon si on a un problème, on va voir notre supérieur. Donc normalement tout devrait bien se passer. J'aime bien ce qu'elle a dit. J'aime bien ce que Maureen a dit, qu'on soit homme ou femme, quand le numérique nous intéresse, on sera accompagné. Ça revient toujours à ce qu'on disait au début. C'est chouette, parce que tout le monde a le même message. Ça veut dire que, en tout cas, les gens qu'on a eu en témoignage, en tout cas, sont pas... Ouais, les métiers sont pour l'inclusion dans le numérique. Je pense que là, on est en train de faire une démystification sérieuse à propos des métiers du numérique et tout. Ouais. C'est pas que des métiers d'hommes. Tant que tu as de la volonté, tu as envie de le faire, allez, vas-y, fonce-toi. T'en penses quoi, toi? C'est vrai. Je questionne mes préjugés sur le numérique, mais
C'est vrai qu'on imagine un informaticien, quoi. On a cette idée assez globale de ce cliché, quoi. On a vraiment un informaticien, c'est le mec qui vient de voir. En général, on a cette idée que c'est un mec avec des lunettes et qui est un peu un geek, etc. Enfin, c'est des bêtes. Bon. Mais je vois surtout que maintenant, et là, en plus, c'est le numérique, mais non seulement le numérique, mais aussi l'entreprise. Ouais. Je vois que les deux sont très liés. Alors, je pense que les nouveaux métiers du numérique sont davantage mixtes. Par contre, il y a encore des métiers qui restent très masculins. Et là, tu parlais par exemple, de technicien réseau. Oui, c'est ça. Voilà, dès qu'on commence à parler un peu plus technique, fibre, câble, réparateur informatique, on est encore sur un cliché qui est très fort. Peut-être aussi parce que c'est un métier qui manque tout simplement de valorisation aussi, de connaissances. Le technicien de réseau d'il y a 5 ans en arrière et maintenant, ça n'a strictement rien à voir. La fibre, les réseaux ont changé. Et je pense qu'il y a tout ça qu'il va falloir qu'on travaille encore tous ensemble sur les nouvelles générations à venir, parce qu'on va avoir toujours besoin de techniciens informatiques, de techniciens réseau. Oui. Le Wi-Fi, ça a ses limites. Il faut quand même des gens qui nous parlent et nous réparent les réseaux avant d'aller sur le net. Mais c'est super vrai. C'est évident qu'un technicien réseau d'il y a même 8 ans, j'imagine en 2014, et ben maintenant avec les technologies 2022, ça veut dire que chaque personne se doit d'évoluer avec son temps, quoi. Genre, moi je me suis arrêté aux iPads. D'autres sont plus loin déjà. Il y a 10 ans en arrière, il y avait les premiers cybercafés qui sortaient à Toulon. Donc TVT a ouvert le premier cybercafé. Et je me souviens très bien, je vais faire ma petite, peut-être un peu plus vieille, mais je me souviens très bien avoir réparé des ordinateurs en installant des programmes pour combler des brèches informatiques. Actuellement, tout ça, c'est automatique. Ça veut dire que le technicien informatique, il a dû changer son métier. C'est plus lui qui fait ça, puisque les services, les Windows, les systèmes d'exploitation le font tout seul. Mais il a dû approfondir sa technique et sa compétence pour aller chercher vraiment la spécificité et des failles de plus en plus compliquées. Et on en arrive du coup à des métiers comme la cybersécurité, où on va aller chercher la réaction aussi bien technique, mais humaine. Comment, dans un métier en prévention des risques cyberattaques, eh bien, on va parler aussi bien technique que l'humain qui utilise l'ordinateur, qui peut être aussi la faille informatique du réseau de l'entreprise. C'est très intéressant d'avoir parlé de la cybersécurité surtout, parce que la cybersécurité, c'est vraiment un domaine, moi je fais les Sciences Po, donc on en parle, mais on en parle plus dans le domaine des lois et de la politique et tout, mais plus techniquement parlant, est-ce que tu peux m'approfondir un peu sur la cybersécurité? Qu'est-ce que les techniciens vont concrètement faire ou approfondir par rapport à ça? Parce que nous, on pense à protection des données, violation des données et tout. Donc, protection de site. Ouais. Il y a un peu tout ça. Après, je vais faire un peu de cocorico aussi pour Toulon, parce qu'on a quand même un des fleurons national, voire international de la cybersécurité à Toulon avec Égérie. Qui est le leader dans son secteur-là, il est toulonnais. Donc la cybersécurité, c'est aussi bien sécuriser les données de son réseau, donc la façon dont on va envoyer des fichiers, dont on va coder les informations, mais c'est aussi comment on va sécuriser son réseau informatique, filaire, Wi-Fi, comment on va aussi sensibiliser les usagers les salariés de son entreprise lorsqu'ils partent en salon, lorsqu'ils sont dans le train. Il y a des données qui ne doivent pas transiter dans des lieux qui ne sont pas sécurisés. Et puis après, une fois que l'attaque est là, comment on réagit ? Quel protocole on met en place pour que les données ne fuitent pas, qu'on en perde un minimum, que l'entreprise puisse repartir le plus vite possible. Et donc, c'est des entraînements, en fait. Comme on a des exercices incendie, dans certaines entreprises, il y a des exercices de cyberattaque.
Oui, il y a ce réseau, je ne sais pas, sur Twitter, il y a ce réseau Anonymous qui sont spécialisés pour les cyberattaques, mais qui attaquent vraiment les gouvernements, menacent des données et tout. Et jusque-là, personne ne sait qui est derrière Anonymous. On ne sait pas qui c'est ou qui ils sont. Ça menace de balancer les données des États et tout, surtout dans la guerre Ukraine-Russie. C'était Anonymous qui mettait un peu la pression à la Russie face à l'Ukraine sur le cybersécurité, quoi. Genre les data, surtout que la Russie avait des violations des données par rapport aux États-Unis et tout. Donc je pense que c'est un peu les dynamiques du numérique, ça, quoi. Et on peut dire que le numérique, ça a fait un peu les lois et la politique. Bah, bien sûr, mais tu vois, ça me fait penser à juste aussi l'éthique du numérique et j'ai l'impression, juste en tant que particulier qui utilise un ordinateur, j'ai l'impression que ces dernières années, il y a quand même une vague de sensibilisation à la protection des données. Oui. Je veux dire, ces 2 dernières années, je pense qu'on m'a jamais autant rappelé, et que ce soit les sites internet ou les vraies personnes, on m'a jamais autant rappelé, fais attention rien qu'au mot de passe qu'on choisit, et toujours changer les mots de passe, enfin vraiment, et tous, on essaie justement... toi qui es l'intelligence collective, on essaie ensemble de devenir meilleur avec les ordinateurs, quoi. On essaie de faire ensemble. Oui, la double authentification sur les réseaux, et être sûr que quand tu fais un paiement sur un site, que ça soit sécurisé et tout. Mais c'est quoi le mécanisme derrière tout ça? Pourquoi est-ce qu'on nous force ou pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui cette vague de protection des données? Comment il y a autant de sites qui nous demandent des cookies et en même temps il y a quand même ce besoin de se protéger, alors que c'est vrai que de toutes parts on nous prend des données, quoi, de partout, quoi. Ouais. Alors, peut-être qu'on peut faire aussi un lien avec l'histoire du web. À l'origine, le web était censé mettre les gens en contact, en relation. Et puis est arrivé ce qu'on appelle le Web 2, où on a cherché à avoir plutôt des services en ligne, des réseaux sociaux, des plateformes pour se partager des documents. Et puis petit à petit, c'est arrivé dans les mains de quelques grandes entreprises qu'on appelle les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Microsoft, voilà, toutes ces grosses boîtes qui échappent un peu à la réglementation, à la possibilité pour un citoyen de récupérer ses données. C'est d'ailleurs des métiers bien spécifiques qui sont à cheval entre le droit et le numérique, mais les spécialistes de toutes ces données RGPD, comme on dit, cette nouvelle loi, ou la protection des données personnelles qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est des métiers aussi qui relèvent du numérique. Voilà. On a petit à petit perdu la capacité de maîtriser ces données qui nous sont personnelles, et tout ça donne lieu à un nouveau web qu'on voit arriver, nous, à TVT, et avec grand intérêt, ce qu'on appelle le Web 3. C'est un web qui est décentralisé, où en fait le citoyen ou le e-citoyen, le citoyen numérique, veut reprendre le contrôle de ses données, veut reprendre le contrôle de sa monnaie, de son échange de fichiers, que ça soit pas sur un cloud où finalement il abandonne une partie de ses droits une fois qu'il a mis son fichier sur certains drives. Voilà, là ça c'est rédhibitoire pour certains e-citoyens qui veulent reprendre le contrôle, et c'est ce qu'on va voir arriver bientôt. En tout cas, c'est ce qu'on observe avec attention, nous, à TVT, c'est ce Web 3, le web de la blockchain, de la crypto, du métavers, et de la décentralisation, ce qu'on appelle la DAO. Il y a pas très longtemps, on avait une très belle journée de conférence sur le sujet, et on aura bientôt un hackathon spécialisé sur justement ces identités de décentralisation. Et je pense que c'est en tout cas un sujet à surveiller, et qui va donner lieu à bien de nouveaux métiers du numérique. Mais c'est vrai que... Il y a quelqu'un qui demande, Mario, trop de questions? Mario, trop de questions? Genre, est-ce que tu penses qu'on te pose trop de questions? Non, je suis là pour ça, avec plaisir, au contraire. Non, mais parce que là, moi, je pense à plein de choses. En même temps, sur la protection des données personnelles, c'est vrai qu'on n'est jamais assez sensibilisé,
Mais en même temps, c'est-à-dire qu'il faut trouver une forme d'équilibre. Parce qu'il y a les extrêmes, comme bon, on va mettre notre nom partout sur Internet, on va partager beaucoup de données qu'on ne contrôle pas. Et j'ai rencontré d'autres extrêmes, moi, des jeunes qui assez vite savaient ne pas dévoiler. Donc par exemple, j'avais un ami comme ça en terminale, son nom entier n'était pas sur Internet. Il m'a dit, ma boîte mail, il n'y a pas mon nom, toutes ces choses-là, il n'y a pas son nom, pas son image, et il se protège comme ça. Et en même temps, c'est à la fois bien, et encore il y a une part de moins bon, parce que bon, après plus tard on lui demande d'avoir une adresse mail professionnelle, et on a quand même besoin de son nom et de son prénom, et donc voilà. Mais trouver un équilibre. Non, à l'heure actuelle, je pense que c'est extrêmement difficile de ne pas avoir aucune empreinte numérique nulle part, ne serait-ce que parce que dorénavant les allocations familiales sont décidées par un site internet, que ces impôts on les déclare en ligne, que la moindre formalité administrative il faut la faire sur un ordinateur, donc c'est extrêmement compliqué de ne pas du tout avoir d'empreinte digitale. Par contre, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui se forment au contrôle de la e-réputation, au contrôle de leur identité digitale, justement parce que ils n'ont pas envie de se faire déposséder de cette identité numérique qui est quelque part liée à leur identité physique. C'est vrai que c'est une peur qui est très saine, parce que moi je m'inquiète. Je m'inquiète de ce que Google peut faire de toutes les données. Tu viens de dire par rapport à Drive, je suis comme les choses que j'ai... Enfin bref, on s'éternise. Apparemment, on doit avancer. Donc, mais c'est passionnant tout ça. C'est passionnant. Ouais. Mario, en plus, tu en parles avec... Enfin bref. Alors, ensuite, oui, on arrive vers la fin. On va faire un quiz. Un quiz. Donc voilà, on a un quiz. Nous-mêmes, avec Rachel, ne connaissons pas les réponses, donc on va peut-être se prêter au jeu aussi. Donc on va diffuser un micro-trottoir. Il faut deviner la nationalité de ces femmes qui sont des génies du numérique. Voilà. Oye, ya la perla me descarga de los ojos y estudié en Espagne. C'est faux. Je vais m'arrêter sur cet accent ridicule. J'ai le plaisir d'être diplômé d'un master en ingénierie numérique obtenu en 1984 suite à mes études au Lisbonne Institut Supérieur Technico. Dis-nous. Portugal. Portugal. Attends, prends le Portugal. C'est mon pays. Je m'appelle Bea Knetsch, j'étais un jeune homme né à Windisch. J'ai suivi un cursus scolaire classique, puis ai conclu mes études avec un master en business administration à l'International Institute for Management et Développement, situé à Lausanne, ville se trouvant notamment au bord du légendaire lac Léman. Ah non ? C'est bon ? Canada. Canada, non. Mais on nous parle la même langue. Ouais, c'est en Suisse. C'est la Suisse, bien vu. Oh là là. J'espère que vous comptez les points, moi j'ai arrêté. Hein. Le lac Léman, c'est connu quand même. Ah ouais, le lac Léman. Ouais. Pardon. Audrey Tang, la première femme trans du monde à devenir ministre. Et pas forcément dans une des régions du monde les plus tolérantes comme on pourrait le penser. Corée du Sud. Corée du Sud, non. Le pays qu'on cherche, c'est République de Chine. Ah. Vas-y, donne... Non, République de Chine. Australie ? Oui, Australie. Australie, c'est non. On avait déjà eu. République de Chine, c'est Vas-y. Hong Kong. Pas loin, pas loin. Le pays qu'on cherche, c'est la République de Chine. La République de Chine. C'est un pays qui est réputé par la Chine. Oh, moi je laisse. Allez-y, allez. Attends, parce qu'on arrive. Vietnam, c'est
Vietnam, pas loin. Attends, un truc. Taïwan. Taïwan, c'est bien joué. Ah, let's go. Il est bon. Je m'appelle Anna, je suis l'espionne venue du froid. Une célèbre hackeuse venue tout droit du Sri Lanka. C'est faux. Autrefois, j'étais un agent du SBR, une célèbre agence de renseignement du Sri Lanka. Toujours pas. Je comprends pas. En 2006. T'as une réponse Russie, non? En Russie, oui, en Russie. Effectivement. Ah, bah, je sais pas, j'allais parler. Non, mais si tu te laisses pas parler, tu dis, ça c'est à mon tour là, je vais les répondre. Non, mais c'est le c'est faux qui m'a. Je m'appelle Mélanie Perkins, je suis une entrepreneuse milliardaire ayant fondé la société Canva, un logiciel d'édition en ligne rivalisant avec Photoshop. Allô? Angleterre? Presque. Ah. Presque, mais loin. Presque. Oui. Australie. Australie, t'as dit ça au pif? Bah non, Australie. C'est un peu anglais, mais c'est loin. Australie quoi. Allez, bien vu. Oui. Il est fort, il est fort. Ah non, c'était juste la... Alors déjà, je sais pas si vous nous avez vu sur le petit écran. Avec Rachel, on a sauté en entendant Mélanie Perkins. Ouais. Parce qu'elle a créé Canva. Et Canva, c'est vrai que c'est un site qu'on utilise au quotidien à la mission locale de Toulon pour faire des CV et des lettres de motivation. Et même personnellement, pour les présentations à l'école, tout est Canva en fait. Canva a changé la vie des étudiants et tout le monde, professionnellement et tout. Vraiment, merci Mélanie Perkins. Big up à Mélanie Perkins. Big up pour cette innovation. Et aussi, on a oublié tout à l'heure, dans le chat, il y avait Sonia de... Sonia de Digital Woman qui répondait à des messages et tout, donc coucou Sonia déjà, et puis merci. Il y a un petit quiz à faire entre nous. Ah oui. Ça va. Alors je commence avec la première question. En France, c'est en moyenne 25% des métiers de la programmation qui sont occupés par des femmes. Vrai ou faux? 25%, oh oui, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon, j'ai l'espoir que oui, quand même. Tu penses quoi? Bah, je comprends pas la réponse. Je comprends pas la réponse. On me dit c'est faux. En France, l'image du geek à lunettes s'accroche. C'est faux, donc du coup, ça veut dire qu'a priori, c'est moins. C'est peut-être moins que ça, ouais. C'est moins que ça. Et c'est vrai que moi-même, j'ai parlé du geek à lunettes tout à l'heure, quoi. Ouais. Le pauvre. Le bon stéréotype. Le pauvre, c'est vrai. Hein. Ce sont les pays en développement qui ont les proportions les plus égalitaires de femmes au sein des métiers numériques. Est-ce vrai ou faux? Les pays en développement qui ont les proportions... Oui, je pense. Les pays en développement, oui. Ouais. C'est tout à fait vrai. L'UNESCO rappelle que d'une manière générale, les femmes sont largement sous-représentées quand même. Ouais. Moi, c'est ça. La dernière, la Malaisie est de loin le plus mauvais élève en ce qui concerne la parité des diplômes d'ingénieur informatique. La Malaisie? Bravo. C'est vrai qu'en plus... C'est un pays, Voilà, j'ai vu la réponse. Non. Oui, c'est faux. C'est faux. C'est faux, mais c'est vrai que moi, que j'ai retenu Malaisie, d'après moi, la Malaisie et Singapour, c'est des territoires qui, justement, travaillent beaucoup. Avec le numérique. Oui, et puis même, en fait, bon, c'est un peu à double tranchant, quoi. Mais d'après moi, ils sont quand même assez progressistes sur ces sujets-là, je crois. Singapour, certainement. Singapour. Malaisie, peut-être un peu moins, mais... Mais oui, c'est quand même des territoires qui sont modernes, très modernes. Enfin. Donc, on arrive sur la fin de ce live avec Marie-Aude. Moi, il y avait encore peut-être une ou deux choses que je voulais évoquer avec toi. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour nos viewers aussi. J'ai vu sur le site de TVT que vous organisiez des hackathons. Hackathons, voilà. C'est ça. C'est la contraction de hackers et marathon. Donc c'est un marathon numérique qui dure 48 heures. C'est-à-dire qu'on commence le vendredi soir vers 18h et on va travailler en équipe tout le week-end jusqu'au dimanche 18h.
Alors, il y en aura 2 cette année. Il y en aura un autour du 20 octobre sur le Web3, justement, avec travail en équipe sur la gestion des identités dans le Web3 pardon. Et un autre début décembre sur l'océan Hackathon. Donc là, des projets qui sont liés à la mer et qui ont pour défi de concevoir en 48 heures des applications mobiles ou des sites internet ou des outils de data visualisation sur des défis maritimes. Voilà. Donc il n'y a pas de compétences particulières à avoir pour participer à ces événements-là. C'est ce que j'aime à rappeler aux étudiants et aux participants. En fait, on a toujours besoin de quelqu'un dans ce genre d'équipe qui sait faire équipe, qui sait faire du lien entre les gens. On a besoin de geeks, oui, on a besoin de gens qui vont coder, qui vont rendre l'outil graphiste plus sympa. Ouais. Il y en a qui vont être à l'aise à l'oral et ça va être nécessaire pour le pitch de fin de marathon numérique. Il y en a qui ont plein d'idées, il y en a qui savent très bien les réaliser. Donc chacun peut y venir avec sa compétence. Par contre, tout le monde en repart avec un carnet d'adresses et une satisfaction de ses talents, une exploration de ce qu'on est capable de faire en 48 heures. C'est toujours bluffant de voir ce qu'on peut arriver à produire avec l'esprit de groupe, avec un peu de méthode, avec des coachs qui viennent donner des conseils, rassurer, expliquer, faire à côté de vous. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à participer à ce genre d'événement parce qu'on en ressort grandi, on en ressort avec un carnet d'adresses, on en ressort avec des propositions de stage ou d'emploi, mais des gens qui vous ont vraiment vu, qui vous ont vu dans des situations un peu extrêmes, parce qu'après 48 heures de travail non-stop, on a du mal à laisser le filtre qu'on a dans l'entretien, et c'est ça qui plaît, en fait. C'est chouette. Voilà, je voulais parler de ça brièvement, c'est super. Donc, pour conclure, on peut dire que petit à petit, de plus en plus de portes s'ouvrent aux femmes quand même dans le secteur du numérique. Enfin, moi, j'ai presque pas ressenti la gêne. Dans les témoignages qu'on a eus, franchement, j'ai l'impression qu'on s'intéresse d'abord et avant tout à l'humain et c'est super. Il reste peut-être encore pas mal de chemin à parcourir pour atteindre une vraie égalité au niveau vraiment des chiffres, Mais c'est aussi pour cela qu'on encourage vivement toutes les femmes à oser se lancer dans ce secteur, que ce soit dans la technologie, dans le web, le digital, le design ou tous les autres. Alors n'hésitez plus et jetez-vous à l'eau. On va finir ce live en regardant une vidéo qui a été réalisée par Alexis, un jeune de la mission locale. Même si aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, les inégalités professionnelles au sein des métiers numériques sont très marquées, cela n'a pas empêché de nombreuses femmes, toutes très en avance sur leur temps, de faire avancer l'histoire en mettant leur génie au service de la technologie. Aujourd'hui, nous verrons 3 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. Eddie Lamar, ou comment la plus belle femme du monde a inventé le Wi-Fi. Grace Hooper, lieutenant de la marine à l'origine du premier langage de programmation. Et Ada Lovelace, la toute première programmeuse de l'histoire. Eddie Lamar. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. L'Europe est plongée dans la haine. Les troupes d'Hitler s'étendent sur terre, dans les airs, mais également en mer. Les U-boats, de redoutables sous-marins nazis, torpillent systématiquement les bateaux américains et anglais. Ils coulent sans cesse de précieux ravitaillements, causant de nombreuses victimes et de lourds dégâts matériels. De l'autre côté du globe, à Hollywood, Eddie Lamar est une célèbre actrice ayant fui l'Allemagne nazie. Sa carrière est florissante et elle est considérée par beaucoup comme la plus belle femme du monde. Mais ce n'est pas dans ce domaine qu'elle excelle le plus. Un soir, elle discute avec son ami George Antheil, un musicien rendu célèbre pour avoir pensé un orchestre à 16 pianos. Son idée était d'organiser des sauts de notes grâce à un système de cryptage inscrit sur des rouleaux de papier musique perforés, les pianolas. Eddie va ainsi reprendre ce système de saut de notes en l'appliquant au système de direction des torpilles de l'époque pour que les torpilles anglaises et américaines puissent contrer les missiles nazis sans être repérées.
Elle va mettre en place un système de communication par saut de fréquence et breveter son idée avec l'aide de son ami George. Aujourd'hui, l'étalement de spectre par saut de fréquence est le principe qui se trouve au cœur de la technologie Wi-Fi, GPS, Bluetooth, le positionnement par satellite, les liaisons chiffrées militaires ou encore les communications avec les navettes spatiales. Encore aujourd'hui, le 9 novembre, date de son anniversaire, marque la journée de l'inventeur en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et en Suisse. Grace Hopper. Grace Murray commence très fort sa carrière. Elle s'intéresse dans ses études aux mathématiques, à la physique et à l'économie. À l'âge de 22 ans, elle sort diplômée de l'université Vassar College et à l'âge de 24 ans, elle épouse Vincent Hopper, un professeur de littérature. Elle devient ainsi Grace Hopper. Elle n'abandonne pas pour autant ses ambitions et poursuit ses études jusqu'à un doctorat en mathématiques à l'université de Yale. Elle a alors 28 ans. En 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor, elle décide de rejoindre l'armée, mais est refusée car considérée comme trop maigre et trop vieille. Mais elle s'obstine et finit par intégrer la réserve de la marine en 1943. Elle va alors être promue lieutenant puis contre-amiral. Elle va travailler sur le calculateur Mark I avec son créateur Howard Aiken. À l'époque, les programmateurs étaient programmés directement en langage binaire, une suite de 0 et de 1, et c'est un travail fastidieux et peu compréhensible par l'homme. C'est là que vient son coup de génie. En 1949, Hopper décide de créer un programme permettant de traduire en langage binaire, une suite de 0 et de 1, un programme écrit de façon plus proche du langage humain. On appelle ça un compilateur. Son langage permettant de traduire du langage presque humain en langage binaire a grandement simplifié le travail de tous les développeurs à venir. Elle restera à jamais dans l'histoire la femme qui aura inventé le tout premier langage de programmation. Ada Lovelace. Ada Lovelace est née le 10 décembre 1815 à Londres. Très jeune, sa mère la pousse à suivre un cursus scientifique assidu auprès de scientifiques réputés de son époque. En 1833, alors qu'elle a seulement 17 ans, elle rencontre Charles Babbage. C'est un scientifique reconnu travaillant sur la machine à différence. Une calculatrice géante équipée d'une imprimante. Elle noue rapidement une relation amicale avec le mathématicien et par la suite, ils correspondront régulièrement. De temps à autre, elle passe voir l'avancement des travaux sur la machine et elle imagine déjà la machine pouvant soutenir l'homme sur des tâches créatives telles que la peinture, la poésie ou encore la musique. Pour elle, à terme, la machine sera capable de faire tout ce que l'homme sait faire à condition que l'homme lui fournisse le bon programme pour s'exécuter. En 1842, on lui propose de traduire en français une notice de la machine. Elle s'exécute et en profite pour ajouter au document le fonctionnement de la machine, l'emplacement des rouages, les outils annexes et même certains détails auxquels son créateur Babbage n'avait pas pensé. Elle ajoute également dans le document ce qui va rester gravé dans l'histoire de la technologie, le tout premier algorithme pensé pour être exécuté par une machine. Ce que l'on appelle aujourd'hui un programme informatique. Seulement voilà, Ada a besoin d'argent pour finaliser sa machine et le gouvernement britannique refuse de lui accorder les fonds nécessaires pour la finaliser. Afin de trouver les fonds, Ada se met au pari hippique. Elle tentera de mettre en place un algorithme pouvant lui permettre de gagner à coup sûr, mais elle va échouer et finira endettée jusqu'au cou. Elle mourut finalement à 36 ans d'un cancer de l'utérus. Son projet ne sera repris que 100 ans plus tard et sera à l'origine des premiers ordinateurs. Imaginez maintenant un monde où la machine analytique aurait été financée, aurait été construite et aurait été opérationnelle 100 ans plus tôt. Imaginez un monde développant le tout premier ordinateur 100 ans plus tôt. Nous aurions aujourd'hui 100 ans de technologie d'avance, la technologie de 2122. Encore aujourd'hui, de nombreuses femmes participent à l'essor de la technologie moderne. Il peut être facile de tomber dans le piège de la pensée de « c'était une autre époque, elles ont eu leur moment de gloire au moment le plus opportun, aujourd'hui toutes ces opportunités sont derrière moi ». Seulement voilà, aujourd'hui les nouvelles technologies sont bien plus accessibles qu'autrefois. Avec un ordinateur basique et une simple connexion internet, vous pouvez donner vie à vos idées et à vos projets. Des choses qui 100 ans plus tôt seraient apparues comme de la sorcellerie sont aujourd'hui réalisables avec une poignée de clics et l'histoire de la technologie moderne ne cesse de nous donner de nouveaux exemples. Melanie Perkins, qui en 2012 à l'âge de 25 ans a fondé Canva, célèbre plateforme de création graphique en ligne rivalisant aujourd'hui avec Photoshop, Sarah Clemence, qui est la femme à l'origine de l'expansion de la plateforme de streaming Twitch, Lucy Peng, la femme de l'ombre responsable du succès du géant Alibaba, Christy Wyatt, PDG de Absolute Software,
Elle est à l'origine d'un programme anti-ransomware installé sur plus de 500 millions d'appareils. Ou encore Sheryl Sandberg, directrice d'exploitation chez Facebook. Elle a permis aux petites entreprises de faire leur publicité sur la plateforme et a ainsi participé au développement de nombreuses sociétés utilisant Facebook comme plateforme publicitaire. C'est encore aujourd'hui l'une des femmes les plus célèbres dans le domaine de la technologie. Et tout cela reste encore à méditer. Souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard et que c'est aujourd'hui qu'il vous faut écrire votre propre histoire.